Imagine une mer de bronze et de lin qui s'étend à perte de vue. Des centaines de milliers d'hommes, parlant des dizaines de langues différentes, piétinent le sol de la Grèce sous les ordres d'un seul homme, un roi-dieu nommé Xerxès. La légende nous a martelé une image. 300 Spartiates héroïques bloquant courageusement une horde de barbares dans un défilé étroit. On nous a dit que c'était leur sacrifice qui avait sauvé l'Occident. Mais écoute bien, car ce que l'histoire officielle ne te dit pas, c'est que les 300 n'étaient qu'une note de bas de page dans le cauchemar logistique de Xerxès. En réalité, au moment même où Léonidas tombait, l'Empire perse était déjà en train de s'effondrer sous son propre poids. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Xerxès n'a pas perdu à cause de la bravoure grecque, il a perdu parce qu'il a tenté de défier les lois de la physique et de la géographie. Voici ce que peu de gens savent. Imagine que tu doives nourrir la population entière d'une ville moderne comme Bordeaux ou Genève, mais au milieu d'un désert rocheux, sans camions, sans réfrigération et sans route pavée. C'est le défi colossal d'Xerxès. Pour envahir la Grèce, il a déplacé une logistique si massive qu'elle en devenait sa propre ennemie. Les sources antiques parlent de millions d'hommes, mais l'archéologie moderne est plus réaliste, environ 200 000. Pour l'époque, c'est l'équivalent d'envoyer une colonie entière sur Mars avec les technologies d'aujourd'hui. Tu te demandes peut-être pourquoi une telle démesure. Pour Xerxès, la guerre n'était pas seulement une question de territoire, c'était un rituel religieux. Il était le roi des rois. S'il ne pouvait pas simplement écraser la Grèce sous le nombre, son autorité divine s'effondrait. Pour lui, la victoire devait être totale, absolue, spectaculaire. Il a fait fouetter la mer avec des chaînes parce qu'une tempête avait détruit son pont de bateau. Ce n'était pas de la folie, c'était un message. Même la nature doit obéir au grand roi. Mais la nature ne négocie pas. Et c'est là que tout bascule. Le premier véritable clou dans le cercueil de Xerxès n'est pas une lance spartiate, mais une question de calories. Une armée de cette taille consomme des tonnes de grains chaque jour. Pour rester en vie, les Perses dépendaient entièrement de leur flotte. Les navires étaient leur supermarché flottant. Sans eux, l'armée de terre n'était qu'un géant aux pieds d'argile, condamné à mourir de faim en quelques semaines. Les Grecs l'avaient compris. Ils n'avaient pas besoin de tuer chaque soldat perse, ils avaient juste besoin de couler les bateaux de ravitaillement. Et c'est là que nous arrivons à Salamine. Oublie les muscles et les boucliers luisants des films. Imagine une baie étroite, bondée de navires. Les Perses arrivent avec leurs immenses galères dorées conçues pour la haute mer. En face, les Grecs ont des trières plus petites, plus nerveuses, de véritables prédateurs des côtes. Le piège se referme. Dans l'espace restreint de la baie, la supériorité numérique de Xerxès devient son pire cauchemar. Les navires perses s'entrechoquent, s'empalent les uns les autres dans une confusion totale sous les yeux d'un Xerxès impuissant assis sur son trône en or au sommet d'une colline. À cet instant précis, la guerre est terminée. Pas parce que les soldats au sol ont arrêté de se battre, mais parce que le cordon ombilical de l'Empire est tranché. Sans sa flotte, Xerxès réalise qu'il risque de finir piégé en Europe, affamé par l'hiver qui approche. Il prend alors une décision que les manuels scolaires survolent souvent. Il abandonne le gros de ses troupes et s'enfuit vers l'Asie. Il laisse derrière lui son meilleur général, Mardonios, avec une force réduite. Mais le moral est brisé. Les soldats perses ne se battent plus pour la gloire du roi des rois, ils se battent pour un repas et une chance de rentrer chez eux. L'armée perse, autrefois présentée comme une machine de guerre invincible, n'est plus qu'une masse d'hommes épuisés, harcelés par les maladies et le manque de ressources. Alors quand on te parle des Thermopyles et du sacrifice des 300, rappelle-toi de ceci. Le courage est une chose, mais la gestion d'un empire en est une autre. La chute de Xerxès en Grèce est la plus grande leçon d'humilité de l'Antiquité. C'est l'histoire d'un homme qui pensait pouvoir commander aux vagues et aux montagnes, mais qui a fini par être vaincu par les détails invisibles de la logistique. Les Grecs n'ont pas seulement gagné par les armes, ils ont gagné parce qu'ils se battaient chez eux, avec une structure légère adaptée à leur terrain rocailleux. Xerxès, lui, a essayé d'imposer un modèle de gigantisme oriental à un monde de micro-cités. Aujourd'hui, il ne reste de cette immense armée que des fragments de bronze enfouis sous le sable et des récits parfois déformés par le temps. Mais cela nous laisse avec une question troublante. Si Xerxès avait été un peu moins arrogant et un peu plus pragmatique, si sa flotte n'était pas entrée dans cette baie de Salamine, à quoi ressemblerait notre monde aujourd'hui?
Serions-nous les héritiers de la démocratie grecque ou les sujets d'un empire millénaire que personne n'aurait pu arrêter? C'est une pensée vertigineuse, mais elle nous rappelle que l'histoire ne tient qu'à un fil ou à un sac de grains qui n'est jamais arrivé à destination. L'histoire s'écrit aussi grâce à vous. Un like, un abonnement, et on continue de faire revivre le passé ensemble. Salut à tous!